Bien, je me trouve plus jeune avec le masque. Non, je crois que je l'enlèverai dans quelques minutes, mais il y a à distance. Hein. Parce que c'est vrai, je fais l'expérience, mais c'est vrai que c'est quand même assez pesant. En tout cas, je plains les instituteurs ou leurs enseignants, parce qu'il faut sourire avec les yeux, c'est pas complètement évident. Ceux qui aiment bien faire des grimaces en parlant sont quand même frustrés. Quel est le titre, M. Bilal, qu'on a donné à cette conférence? L'islam au Proche-Orient, la contre-révolution arabe. Ouais. C'est qui a choisi le titre? C'est lui. Ah. Non, on a hésité sur le titre. Pourquoi? Parce que bon, il n'y avait pas un prisme particulier. Il fallait inventorier les dernières grandes dynamiques politiques, à la fois régionales, internationales, et dans chacune des arènes, et essayer de leur donner un sens. Vous connaissez le cliché de l'orientalisme politique, l'Orient compliqué. Bon, derrière l'Orient compliqué, il y a quand même des réalités qu'on peut déconstruire. Le plus souvent, on parvient à les déconstruire si on accepte d'y regarder en face la part de responsabilité que l'Occident y prend, premièrement, et deuxièmement, on arrive à les déconstruire si on ne part pas d'un préjugé d'hostilité à l'égard de ceux, bon, quand je dis nous maintenant, je vais parler les occidentaux non musulmans, l'Occident dans sa centralité politique, si on accepte d'admettre qu'il peut y avoir une rationalité autre que celle depuis laquelle on regarde cette région, quoi. Donc, essayer de donner un sens aux grandes dynamiques politiques à l'œuvre, c'est, je pense que chronologiquement, je vais rappeler très brièvement quel était le fonctionnement de ce que j'appelle la formule institutionnelle arabe, quelles étaient les grandes règles de fonctionnement du régime politique en interne et dans leurs relations régionales avant la séquence printanière. C'est ensuite, merci Méclé, ce que la séquence printanière a laissé entrevoir. Et puis je me concentrerai après sur donc, ce qui serait plutôt l'actualité, les leçons qu'on peut tirer. Qu'est-ce qui s'est passé de différent depuis cette page fugitive de 2011 à, je ne sais pas quand elle s'est refermée, mais je peux déjà vous dire la conclusion, c'est que en gros, on est revenu, on est retombé dans l'ornière de ce qui caractérisait la formule politique dans cette région. En gros, on est passé de Moubarak à Sisi. Where is la différence? D'accord? C'est-à-dire qu'on est revenu à une formule extrêmement autoritaire, soutenue par les Occidentaux, dans l'ignorance absolue des principes qu'ils voulaient soi-disant imposer à la région. Mais bon, on va voir quel itinéraire ces dynamiques-là ont prise. Alors, on devait parler du Proche-Orient. Moi, j'ai rajouté qu'il est absolument impossible, de la même façon que j'ai dit ce matin, on ne peut pas parler des musulmans en Europe si on ne parle pas du monde musulman. On ne peut pas parler de ce qui se passe au Proche-Orient si on ne fait pas une petite incursion au Maghreb. On a forcément besoin de savoir, parce que la Libye, par exemple, est un terrain d'expression des ambitions des acteurs. La Libye, mais bien sûr parce que la Tunisie a une situation politique interne qui est exemplaire, parce que l'Algérie est dans une phase chronologique. L'Algérie, des fois, les amis arabes se battent et disent, les Tunisiens disent, c'est nous qui avons fait le printemps arabe. Et les Algériens, avec quelques raisons, disent non, c'est nous, parce qu'on peut dire que ce qui s'est passé en 90, l'émergence d'un pouvoir alternatif réprimé dans le sang, c'est en Algérie que ça aurait commencé. Et puis du fond de l'Orient s'élève une autre voix qui dit ben non, c'est nous qui avions commencé. Et ils n'ont pas complètement tort. Ce qui s'est passé en 82 à Alep en Syrie avait quelque part la structure et la chronologie d'un printemps arabe. C'est bien une région qui s'est soulevée. Il y avait d'ailleurs la même couleur politique qui était le moteur de la mobilisation, et il y a eu un écrasement pur et simple dans le sang. Bon, donc là, on va rappeler la structure, l'essence de la structure des systèmes politiques
avant la phase printanière, redire les dynamiques printanières et après voir quel est l'itinéraire qu'ont pris ces sociétés et les relations régionales et internationales depuis lors. Dans chaque arène nationale, au niveau interne, ce que j'ai pour ma part appelé la formule autoritariste arabe des années 90 est-elle le produit d'un itinéraire historique. Les sociétés arabes sont passées par la séquence coloniale, pas toutes au même degré. C'est pas tout. Une fois de plus, la relation franco-algérienne est l'archétype historique. La séquence coloniale en Algérie, c'est la plus longue, c'est la plus violente. C'est là qu'il y a des colonisations de peuplement, c'est là qu'il y a une politique de déculturation culturelle systématique, de linguistique. C'est là qu'on a imposé la langue française aux élites comme nulle part ailleurs. À l'autre extrémité, il y a l'Arabie Saoudite. Ah, l'Arabie Saoudite n'a pas été stricto sensu colonisée. Le Yémen n'a pas été stricto sensu colonisé. Mais si vous regardez bien de près, et mon prochain post sur ma page Facebook, je vais parler d'un livre qui s'appelle Ville de sel, que personne ne connaît, et c'est dommage. Un gros livre, Actes Sud, c'est le principal ou l'un des principaux auteurs romanciers saoudiens. C'est Abdelrahman Mounif qui a écrit cette longue saga qui s'appelle Ville de sel. Et dans Ville de sel, ce qu'il raconte, c'est l'infinie violence de l'irruption, non pas du colonialisme, mais de quelque chose qui ressemble énormément des pétroliers de l'Aramco. Comment les États-Unis vont littéralement mettre la main sur la société saoudienne. Donc l'Arabie Saoudite n'a pas été colonisée comme les Algériens l'ont été par les Français, mais disons une irruption étrangère, traumatisante, va bel et bien se produire à peu près dans tous les pays de la région. Au sortir de cette période coloniale au Proche-Orient, il y a une phase que à peu près tout le monde a oubliée. Savez-vous que à Damas, il y a eu un moment où il y avait un parlement, où il y avait des élections, et où, écoutez-moi bien, et les chrétiens votaient pour les frères musulmans. Parce que les chrétiens, ils trouvaient que les frères musulmans, ils étaient moins horriblement laïcs que les bassistes. Cette phase-là, elle était fugitive au début des années 50. On l'a complètement occultée. Parce qu'après, dans toute la région du monde, il va y avoir qui? Le Baas, Nasser. Il y a les révolutions nationalistes très autoritaires, et ça, on s'en souvient. On va donc avoir une séquence autoritaire dont je vais rappeler les caractéristiques principales, qui va nous mener jusqu'au printemps. D'accord? Quelles sont les caractéristiques des systèmes politiques pendant cette séquence autoritaire? Il y a plein d'arabophones parmi vous, donc je vais vous montrer que je n'ai pas complètement oublié mon arabe. C'est une formule, j'ai cité Tarek el-Bishri ce matin, pour qui j'ai beaucoup d'admiration en tant qu'analyste, et lui il a résumé la formule politique arabe en disant El-Mas'oul el-Wahid fi ad-Dawla, le responsable unique dans l'État, Ghayr el-Mas'oul el-Wahid fiha, c'est le seul qui est totalement irresponsable. Voilà la formule politique. Celui qui a tous les pouvoirs, il est totalement irresponsable. Il n'est pas tenu, on a besoin du mot anglais, accountable. Il n'y a aucune accountability. Il ne doit rendre des comptes à personne. Donc, bon, c'est une définition comme une autre de l'absolutisme. On a tous les pouvoirs et on ne rend compte à personne. Autre phrase clé pour définir la formule institutionnelle arabe, le pouvoir n'est pas dans les urnes. Le pouvoir n'est pas dans les urnes. Pourquoi ? Parce que les urnes, j'emprunte ça à un observateur de la réalité de l'Amérique latine, les urnes c'est for the Yankees to see. C'est une concession cosmétique qu'on fait à l'environnement occidental, mais les élections ne servent pas à dire qui vont être les titulaires du pouvoir, les élections servent à dire quels sont ceux qui acceptent de jouer la comédie du pluralisme avec le pouvoir, sachant que les résultats des élections n'ont absolument aucune importance sur la distribution du pouvoir, pour toute une série de raisons qui vont évoluer, parce que le pouvoir n'est plus dans les organes élus, et ça, le Maroc en est l'archétype. Le pouvoir, il est dans les mains des conseillers du roi. Vous pouvez faire un parlement. Ouais.
Vous laissez la majorité électorale changer dans le Parlement. On s'en fout. Le Parlement, le chef du gouvernement n'a pas le pouvoir. Les ministres n'ont pas le pouvoir. C'est les conseillers du roi qui... Bon, donc il y a toute une série. Mais le Maroc va faire beaucoup mieux que l'Algérie, beaucoup mieux que la Tunisie en termes de faire de la politique, donner l'impression aux gens qui participent. Mais la réalité, elle est là. Le pouvoir n'est pas dans les urnes. Les urnes ne servent pas à renouveler les titulaires du pouvoir. Ils servent à envoyer un certain nombre de nuages de fumée pour faire croire qu'il y a une forme de pluralisme dans le système. Et puis, une autre formule extrêmement importante, la répression, les institutions de la répression se substituent aux institutions de la représentation. D'accord ? Le pays tient parce que, boum, la répression tient lieu, la régulation par la répression tient lieu de régulation par la représentation. Et évidemment, last but not least, l'Occident soutient ce système, hein, et il le soutient avec une rhétorique qui va être constante depuis le début des années 90. Il protège la laïcité. Il protège la laïcité, il est en lutte contre les islamistes, donc on a cette rhétorique particulièrement bien rodée. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc les oppositions sont légitimement écrasées au regard des observateurs occidentaux. Et c'est extrêmement important de comprendre parce que c'est ce qui va remonter tous les ressorts qui vont déboucher sur la séquence printanière. La séquence printanière, souvent j'ai employé la même image. La première fois que je l'ai employé, je présentais à Oslo un film qui s'appelle El Aouda ila Homs, le retour à Homs. C'est une séquence, mais c'était déjà, c'était, je sais pas, en 2013-2014. C'était une... vous vous souvenez peut-être, ce joueur de football, peut-être que l'un d'entre nous va me retrouver le nom. Comment s'appelle le joueur de football syrien? Et son deuxième nom, Abdelbasset Alakoulin, ce joueur de football qui est entré dans l'opposition. Et donc on suivait... Salut. Et donc on suivait ça... Hein, non mais ça va, ça fait plaisir. On suivait les péripéties de la... Et il y avait le producteur du film. Et le producteur du film, il avait dit, pourquoi j'ai fait ce film? Parce que je veux que les gens... Il y a trop de gens qui disent, oh la guerre de Syrie, c'est trop compliqué, on n'y comprend rien et tout. Et moi j'ai fait ce film pour leur rappeler que la guerre de Syrie, elle est simple. C'est la révolte d'un peuple contre une dictature. Après que tous les gens autour du pot de miel essaient de mettre la main dedans, après l'internationalisation c'est un autre phénomène. Mais il ne faut pas oublier que la matrice de la phase printanière, c'est la révolte de population contre le système autoritaire que j'ai décrit. Après, il y a des mécanismes de l'internationalisation. Oui, la crise syrienne, au bout de 6 mois, elle n'était plus dans les mains des Syriens. Elle était devenue dans les mains des puissances étrangères qui croyaient avoir intérêt. Alors certains ont fait leur boulot sérieusement, on peut les féliciter, c'est les Russes et les Iraniens. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu par la force absolue, par la violence totale, leur objectif, c'est-à-dire le maintien du pouvoir. Et puis les Occidentaux, ils ont dit vaguement que peut-être, oui, ils soutenaient l'opposition, mais en fait, ils n'ont rien fait. Et ils l'ont laissé se faire écraser. Donc la crise syrienne n'est plus syrienne, la crise yéménite n'est plus yéménite, on est bien d'accord. Mais initialement, tout particulièrement en Syrie, c'était quand même la révolte contre le système autoritaire. Alors, cette phase révolutionnaire, elle va avoir deux portes de sortie. Une qui est malheureusement très très rare, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, c'est une transaction au centre entre des forces politiques qui étaient antinomiques, qui étaient opposées, et ça va donner ce système très imparfait, on est tout à fait d'accord, mais qui a évité l'autre dynamique qui était la montée aux extrêmes. La montée aux extrêmes, c'est ce qui s'est passé en Syrie, bien sûr à certains points en Irak. Au Yémen, c'est plus compliqué parce que la variable internationale a pris le pas tellement vite que maintenant, l'identification des forces politiques n'est pas décisive pour comprendre la crise yéménite. C'est la variable internationale qui a pris le pas, c'est-à-dire il n'y a pas la lutte contre un tyran qui est resté la colonne vertébrale, comme c'était le cas en Libye ou comme c'était le cas en Syrie. Ça a donné des résultats qui sont ceux que l'on sait. Alors,
quelles ont été l'attitude des pouvoirs occidentaux, et j'en prends un au hasard, mais parce qu'il est particulièrement représentatif. Quelle a été l'attitude de la France face à cette phase printanière? 3 attitudes successives. Et les autres États européens vont tous emprunter un petit peu à ce registre-là. Dans un premier temps, quand les choses ont bougé en Tunisie, Madame Alioumari a dit à Monsieur Zine El Abidine Ben Ali, on va vous aider, on va vous filer du matériel plus sérieux, des matraques à manches plus courtes pour que vous tapiez plus sérieusement, plus précisément. On va vous aider à gérer la répression sans faire de dégâts politiques sur la scène internationale. Ne tirez pas tout de suite au bazooka, tapez-leur d'abord sur la tête, etc., etc. Ça, c'était la première réaction. Pour Moubarak, pour Zine El Abidine Ben Ali, les Français ont soutenu, sont restés dans leur logique. Hein. Vous connaissez l'anecdote de ce jeu, c'est une anecdote fictive, de ce jeune qui demande au président Chirac, Monsieur le Président, pourquoi soutenons-nous tous les dictateurs arabes? Et Chirac lui répond, mon jeune ami, c'est parce que leur peuple ne veut plus le faire, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Donc la France va continuer dans cette logique de soutien aux dictateurs mis en danger par les revendications populaires. Et puis arrive la sanction tunisienne et la sanction égyptienne. Boum, boum, une gifle sur chaque joue. Les Français vont se dire, oh là là, on est mal parti, il faut changer notre fusil d'épaule. Ils vont changer leur fusil d'épaule et on va entrer dans la séquence libyenne et syrienne. Dans ces 2 séquences, les Français disent soutenir les oppositions. En Libye, ils les soutiennent tellement qu'ils les soutiennent militairement et ils vont jusqu'à se substituer aux citoyens libyens puisqu'il est assez vraisemblable qu'ils ont plus ou moins directement participé à l'élimination physique de Muammar Kadhafi. D'accord? Ça sera le point extrême de l'attitude française dans une configuration printanière. En Syrie, ils vont commencer par dire on soutient l'opposition, ils vont un petit peu soutenir, et puis sans le dire, ils vont changer d'avis. Sans le dire, ils vont cesser de s'opposer au pouvoir politique qui est à l'origine des mécanismes de radicalisation, et ils vont changer leur fusil d'épaule, tout le monde contre Daesh. Tout le monde contre Daesh, c'est pas grave, c'est bien de lutter contre Daesh. Tout le monde contre Daesh, et seulement contre Daesh. C'est-à-dire qu'on va cesser toute forme de pression contre le régime qui est à l'origine de la fabrication au sens mécanique du terme, pas au sens premier de Daesh. Et voilà à peu près comment va se passer la phase printanière. Est-ce que la Libye et la Syrie sont dans la même situation aujourd'hui? Parce que bien sûr, il est de bon ton de critiquer ce qu'a fait la France en Libye en participant à l'évacuation du dictateur, du verrou autoritaire. Alors moi, je sais que sur ce terrain-là, il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je dis la situation de la Libye aujourd'hui est beaucoup moins dramatique que la situation de la Syrie. Pourquoi? Parce que la Libye a franchi le verrou de l'élimination du blocage autoritaire, alors que la Syrie n'en est même pas là. Elle a encore complètement le verrou autoritaire. Si Kadhafi n'avait pas sauté, vraisemblablement, la Libye ne serait pas un pays en paix et en pleine forme, il serait un pays comme la Syrie. C'est-à-dire qu'il y aurait eu militarisation, il y aurait eu internationalisation. Alors c'est le petit bémol que je mets dans mon appréciation du rôle de l'environnement étranger dans le cadre de la phase printanière. Mais disons, la séquence printanière, elle va se refermer très vite. Un seul pays en sort avec des acquis institutionnels, c'est la Tunisie. Tous les autres vont soit revenir à une situation encore pire, l'Égypte, soit rester dans le chaos de cette interminable crise yéménite ou syrienne. Certains vont être écrasés dans l'œuf par une intervention étrangère, on en parle rarement, mais c'est le cas du Bahreïn. La mobilisation populaire au Bahreïn sera écrasée par l'Arabie Saoudite au nom du soutien confessionnel au trône sunnite par rapport à une opposition qui était majoritairement chiite. Quelle attitude ont eu les puissances régionales? L'Arabie Saoudite et les Émirats. Ça peut paraître compliqué. Et on le voit très bien dans la crise yéménite. En fait, ça n'est pas très compliqué.
les Saoudiens et les Émiratis ont un ennemi, c'est la transition démocratique, qui les menace dans leur situation interne. Donc ils sont a priori opposés aux forces révolutionnaires. Sauf si ces forces révolutionnaires menacent un acteur politique qui, dans l'environnement régional, peut être considéré comme un ennemi, comme un ami de leur principal ennemi régional, c'est-à-dire si les révolutionnaires mettent en danger un pouvoir réputé proche du référent chiite régional, alors à ce moment-là, ils deviennent révolutionnaires. Donc les Saoudiens et les Émiratis, dans un premier temps au moins, ont soutenu ceux qui s'en prenaient à des pouvoirs établis, alors que normalement, ils n'aiment pas ceux qui s'en prennent aux pouvoirs établis. Mais si ces pouvoirs établis étaient proches de l'Iran, alors là, oui. Donc, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont aidé les révolutionnaires syriens et au Yémen également, tant qu'ils avaient l'impression que l'assise régionale, l'équilibre des forces régionales n'était pas mis en cause. J'avais des amis au Yémen, alors je n'ai pas le temps de reprendre toute la crise yéménite, mais disons que un moment de la crise yéménite, c'est l'émergence de ces Houthis, qu'on identifie notamment parce qu'eux, ils sont de culture zaïdite, et donc les zaïdites, chiites, vont prendre le pouvoir à Sanaa. Dans un premier temps, les amis depuis Sanaa me disaient « c'est les Saoudiens qui les aident, les Saoudiens les aident, les Saoudiens sont avec les Houthis ». Au début, les Saoudiens ont vu d'un bon œil l'arrivée des Houthis zaïdites au pouvoir à Sanaa. Pourquoi? Parce que les Houthis allaient affaiblir un pouvoir qui était aux mains d'un parti qui s'appelle l'Islah et qui pouvait être sunnite et qui pouvait être considéré comme le représentant de ces forces d'opposition que les Saoudiens craignent pour leur règne à l'intérieur. Donc dans un premier temps, ils ont accepté de se solidariser avec l'ennemi sectaire régional, les chiites, pour défaire l'ennemi démocratique intérieur, pour défaire les frères musulmans à Sanaa. Et puis après, tout d'un coup, le rapport de force change. Ils réalisent que les Iraniens, alors vrai ou faux, mais les Iraniens se vantaient d'être au pouvoir dans 4 capitales arabes. Allons-y ensemble. Bagdad, le Liban, la Syrie, le Yémen. Donc quand les Saoudiens commencent à réaliser que les Iraniens se vantent d'avoir par minorité interposée pris le pouvoir dans 4 pays de la région, ils basculent et ils reviennent à une logique sectaire et ils vont devenir anti-Houthi. Exactement pareil pour les Émiratis et les Saoudiens en Syrie. Ils vont dans un premier temps soutenir la révolution syrienne parce qu'elle met à bas un régime allié à l'Iran. Et puis après, ils vont se dire oh, conciliation entre les deux bords de la fracture politique dans ce pays. Tout le reste, on est retourné en arrière. Tout le reste, on a l'archétype du retour en arrière, c'est bien sûr Sisi. Alors, quelles sont les leçons de cette séquence printanière? Qu'est-ce qui a changé structurellement qu'on peut mettre en avant? Une idée importante d'abord, le recul de l'hégémonie occidentale. Il faut s'habituer à l'idée que c'est pas vrai, les Occidentaux ne font pas la pluie et le beau temps jusqu'au dernier détail dans cette région du monde. Il faut sortir de cette mentalité-là, elle est extrêmement dangereuse. Il ne faut pas sous-estimer les ingérences occidentales qui sont une partie constitutive. Mais il ne faut pas tomber dans le mélanchonisme, dans le michel-colombisme, la crise syrienne, c'est une guerre du pétrole. C'est l'histoire du gazoduc. Daesh, eh ben, c'est le Mossad qui a fabriqué Baghdadi. Voilà. Il faut faire très très attention à cet excès qui est encore prévalent dans un certain nombre qui est malheureusement particulièrement présent au sein des élites militantes maghrébines. Quand vous essayez d'expliquer que c'est un petit peu plus compliqué que ça, on dit non, 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 non,
c'est le gazoduc. Alors l'émir du Qatar s'est entendu avec Hollande, ils ont dit on va se débarrasser de Bachar. Non, c'est pas ça. On est obligé de respecter la part d'autonomie des acteurs régionaux, des acteurs locaux. Moi, je ne suis pas légitime à le dire, mais j'aime bien quand c'est Haj Yassin Saleh, un militant de la gauche syrienne qui a passé 18 ans en tôle, qui dit aux Occidentaux, mais vous arrêtez de nous sortir ce genre de baratin, parce que quand vous nous sortez ça, ça veut dire que vous niez complètement la réalité de notre mobilisation et de nos combats. Vous faites de nous des marionnettes de l'émir du Qatar et du président Hollande, ou Obama. Et donc, attention, les Occidentaux restent un rouage essentiel des dynamiques politiques dans cette région, mais ce n'est pas eux qui font tout ce qu'ils veulent dans tous les sens. Hein. Et vous pouvez prendre des exemples très simples. C'est pas Macron qui me contredira. La crise libyenne est en train, non pas de se régler, mais d'évoluer, alors que la diplomatie française et américaine patine complètement sur l'évolution. La crise syrienne est en train de se régler avec des acteurs dits secondaires, en l'absence des Américains, des Français et des Britanniques. D'accord ? Donc, premier acquis très important, cette période, c'est un moment de l'histoire où l'hégémonie occidentale dans cette région recule. Le vide créé par le recul relatif des grandes puissances traditionnelles est bien sûr comblé. Oui, je passais en revue l'agenda américain en Syrie. Et bon, Trump a fait tout l'inverse et son contraire. Il est très très difficile de dégager une attitude. Il a dit qu'il s'en allait, et puis après il a vu que s'il s'en allait, les Russes prenaient un peu pied. Alors il a dit qu'il s'en allait, mais il ne s'est pas en aller. Il a même renforcé sa présence dans le nord de la Syrie. Mais ils n'ont plus du tout ce qui va rester de l'engagement occidental, c'est un soutien obsessionnel et hystérique à Israël, par tout moyen. Donc c'est un agenda anti-iranien obsessionnel. Ça, on va le retrouver. Il aura une réalité. Mais après, la volonté d'agir sur la répartition des forces politiques dans toute la région, l'agenda américain, l'agenda français, l'agenda britannique, ils ont pris quand même beaucoup de plomb dans l'aile. Oui, qu'est-ce qui reste de l'engagement américain? Trivialité cynique de la relation avec les alliés arabes pétroliers. On peut quand même faire un florilège des déclarations de Trump. 15 jours sans notre soutien, vous n'êtes plus au pouvoir. Pardon pour la trivialité, c'est pas moi qui parle. MBS, je lui ai sauvé les fesses. Attitude paradoxale, parce que quand les Houthis, pour moi, ne sont pas portés par les Iraniens, mais dans le cas des attaques par drone sur les installations pétrolières, attaques extrêmement sophistiquées techniquement, on peut imaginer que les Iraniens étaient derrière. Quand il y a eu cette attaque extrêmement spectaculaire qui a fait interrompre la production des hydrocarbures en Arabie Saoudite à 1500 mètres de la frontière yéménite, normalement, les Américains, dont les systèmes de défense avaient été bafoués par les drones iraniens, auraient dû réagir. Ils n'ont pas réagi. Hein, donc on a dit que Trump faisait un peu le Aldo Macione dans la région. Il montre ses muscles, mais il hésite quand même à s'en servir. Mais c'est tout ce qui reste de la capacité des Américains d'influer radicalement sur l'évolution de la crise. Hein. C'est très affaibli. Alors on verra, il y a une poussière d'individus à la tête de confettis démographiques ont reconnu Israël. Mais bon, ils n'ont pas affecté pour autant structurellement l'évolution de la crise. Alors, sur fond de retrait US européen, qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième grande idée, elle est très logique, c'est l'émergence d'acteurs qui étaient autrefois secondaires. Hein. Les nouveaux acteurs principaux des crises au Moyen-Orient s'appellent maintenant Turquie, Iran, alors ça, Russie bien sûr, hein, Russie ex-URSS, donc résurgence de l'URSS sous les habits de la Russie, mais avec exactement le même logiciel. Iran, Turquie, ce n'est pas des petits nouveaux, ils ont un passé. La nouveauté, c'est l'émergence de nouveaux impérialismes venus de nowhere. Et bien sûr, ce sont les Émirats arabes unis.
plus encore que l'Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis, avec une superficie démographique voisine de zéro, mais qui vont apparaître comme des acteurs majeurs des dynamiques régionales. Je citais un gag de Coluche pour les moins jeunes d'entre vous. Coluche qui disait « Moi, pendant des années, j'ai soutenu les Vietnamiens, et puis tout d'un coup, je me réveille le matin et j'apprends qu'ils ont envahi le pays d'à côté. » Et la capacité d'un pays qui a été dominé à vouloir lui-même devenir dominant, elle est malheureusement sans limite. Et les Émiratis rêvent d'un empire régional. Alors, le détail qu'il faut savoir, c'est que les princes émiratis, la dynastie au pouvoir, ils sont d'origine yéménite. Et ils se sentent yéménites. Ils ont déjà financé la restauration du barrage de Ma'rib. Et donc, c'est assez compliqué l'alchimie, mais ils se verraient bien. Ils n'ont pas du tout la même position que les Saoudiens au Yémen. Les Saoudiens, ils veulent protéger leur frontière sud. Ils ne veulent pas avoir des chiites sur leur frontière sud. Les Émiratis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils voudraient contrôler toute l'assise portuaire, Aden, Socotra, et avoir une espèce d'empire maritime. Ils veulent diviser, ils veulent que le sud se sépare du nord. Donc les Émiratis, ça c'est vraiment le tournant dans la crise yéménite, c'est les Émiratis qui poussent à la sécession du sud pour en prendre le contrôle. On y reviendra, bon, mon plan n'est pas très serré, donc je fais des parenthèses, mais l'attitude des Émiratis au Yémen, elle souffre d'une contradiction énorme. Ils sont venus rétablir un gouvernement qui a été poussé hors du pouvoir par les vilains chiites Houthis. En théorie, sur le papier, ils sont là pour rétablir le pouvoir de Abderrabou Mansour Hadi. Mais M. Abderrabou Mansour Hadi, le monsieur qui a été chassé du pouvoir en 2015, il était au pouvoir par le soutien parlementaire d'un parti que j'ai déjà évoqué, Hizb at-Tagamou' al-Yamani l'Islah, le parti yéménite de la réforme, pour faire simple, proche des frères musulmans. Or, les Émiratis sont hystériquement, obsessionnellement contre les frères musulmans. Pourquoi? Pas pour des raisons idéologiques, mais simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a à peu près que les courants de l'islam politique central qui peuvent mobiliser des majorités oppositionnelles alternatives à leur pouvoir. Donc, c'est pas du tout, ils ne défendent pas la laïcité, ils s'en foutent complètement. Ils criminalisent à l'idéologique les forces politiques dont ils savent qu'elles sont les plus dangereuses. Alors, ils se sont retrouvés en train de rétablir au pouvoir un parti qui est leur ennemi obsessionnel dans toute la région. Donc ça coinçait. Donc ils ont cherché, dans le tissu politique du Yémen, une force politique alternative pour porter la résistance aux Houthis sans pour autant être des dangereux frères musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé les séparatistes sudistes. Voilà. Donc ils ont financé, réactivé le mouvement séparatiste sudiste qui avait à leurs yeux le double avantage de s'opposer aux Houthis, pas d'un point de vue idéologique sunnite zaïdite, mais d'un point de vue territorial. Ils sont contre le pouvoir du Nord, quelle que soit sa couleur politique, et qui avait l'avantage de s'opposer aux frères musulmans, à l'islam, dans le sud et dans tout le terrain, sur la base du fait qu'eux étaient des unionistes alors qu'eux sont des séparatistes. Donc vous voyez la complexité de l'agenda émirati au Yémen, mais on peut toujours la rationaliser. Ils font des choses monstrueuses, mais il y a toujours une cohérence. On peut toujours retrouver la cohérence. Pour en revenir à mon idée principale, dans le vide laissé par l'effacement relatif des grandes puissances, on voit émerger des acteurs secondaires. La Turquie et l'Iran, c'est pas trop étonnant. La Russie, c'est pas du tout étonnant. La Turquie et l'Iran, c'est pas tellement étonnant. Ce sont des anciens acteurs régionaux qui ont été à la tête d'empires. Et l'Empire ottoman, c'est pas rien. Donc il est logique, naturel. Et je m'énerve parfois quand j'entends les acteurs de la France-Afrique, héritiers du passé colonial de la France, critiquer la Turquie sur la base du fait qu'elle aurait des ambitions hégémoniques dans la région au nom d'un néo-ottomanisme. Non, c'est normal. La Turquie retrouve sa volonté de... Bon, donc on a Turquie, Iran, Arabie Saoudite, Émirats et Russie qui sont maintenant les vrais acteurs des dynamiques, les vrais acteurs de la scène régionale du Proche-Orient.
beaucoup plus que la France essoufflée, beaucoup plus que les États-Unis qui zigzaguent avec une seule constante, la défense obsessionnelle d'Israël et donc la criminalisation obsessionnelle de l'Iran. Voilà, donc vous voyez la configuration régionale, en quoi elle est nouvelle maintenant. Retrait relatif des puissances traditionnellement dominantes dans la région, émergence des acteurs longtemps dits secondaires qui ont des agendas banalement, non pas sectaires et religieux, mais stratégiques dans la région. Naissance d'une nouvelle génération d'impérialisme. Un impérialisme chasse l'autre. Rappelons quand même, il est dit que je suis un agent du président Erdogan, rappelons quand même que le régime en Turquie est l'héritier d'une lutte politique interne qui peut être assimilée à ce que furent les printemps arabes. Il est quand même l'héritier d'une lutte interne qui a fait tomber une dictature militaire. Donc quand il y a eu empathie entre la Turquie et les opposants syriens, il y avait quand même quelque part un registre d'éthique oppositionnelle qui faisait sens. Hein, moi j'étais en Syrie au moment, en 2008-2009, il y a eu une phase extraordinaire de réconciliation. La Syrie était en tension avec la Russie. En 2009, ils ont signé un accord commercial. On va avoir des dizaines de bus de touristes turcs qui viennent découvrir la Syrie. Il y a eu une phase donc il n'y avait pas d'hostilité entre les deux régimes au moment du printemps arabe. Mais effectivement, la Turquie s'est retrouvée dans le camp des révolutionnaires. Donc je continue, Arabie Saoudite, Émirats, j'ai dit, ils ont été un tout petit peu au service des révolutionnaires, puis ils ont changé, les Émirats sont les premiers à avoir réouvert leur ambassade à Damas. La Turquie, en revanche, a été assez clairement dans le camp des opposants, aux côtés du Qatar. Pourquoi le Qatar a-t-il basculé dans le camp des opposants? Je dirais que là, il y a eu le Qatar, enfin les Émirats aussi, hein, mais les Émirats pétroliers n'ont pas une variable oppositionnelle interne aussi nette que l'Algérie ou la Tunisie. Bon, l'immensité des ressources financières permettent de fabriquer du consensus social. Il n'y a pas la dynamique politique aux Émirats, il n'y a pas la population qui est dressée contre l'émir. Au Qatar, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas au Qatar de dynamique oppositionnelle très claire qui opposerait le régime à l'opposition, sachant que l'opposition, ça va être les courants de l'islam politique. Au contraire, il y a, pour des raisons historiques, le Shir Qaradawi a été un petit peu le tuteur de l'émir au Qatar. Il y a une proximité, il n'y a pas de tension du tout, ni idéologique ni politique, avec ceux qui étaient les principaux courants d'opposition dans le reste. Donc on a les acteurs régionaux vont se retrouver coupés en deux. Turquie, Qatar dans le camp des révolutionnaires, tous les autres dans le camp du maintien des régimes. Voilà, à la louche le paysage, émergence d'acteurs secondaires qui vont se diviser et qui vont majoritairement se mettre dans le camp de la contre-révolution arabe. Seconde grande leçon des printemps arabes. Les acteurs politiques, on connaît mieux la couleur des acteurs politiques dans chacune des enceintes, et les printemps arabes, par les urnes en Égypte, par les urnes en Tunisie, par les mobilisations partout ailleurs, vont attester d'une réalité dont maintenant qu'on doit faire nôtre, l'omniprésente diversité des courants islamistes. L'effondrement quasi total des formations de gauche, de la capacité de mobilisation électorale des gauches. Le parti Sharabi, Jebha al-Sharabiya en Tunisie, va faire 2-3% de voix. Les formations politiques dont le carburant est la criminalisation des islamistes coulent dans les urnes. Ça, c'est très important. On ne va pas vouloir le voir du point de vue occidental. Mais disons que les urnes et
tous les moyens que l'on a de capter la couleur politique des forces politiques, de la Tunisie jusqu'à l'Irak, en passant évidemment par l'Égypte, vont attester que les courants politiques qui sont les plus à même de mobiliser des majorités oppositionnelles, comme je l'ai déjà dit, sont les courants de l'islam politique. Ça ne va pas empêcher, c'est pour ça que je dis omniprésente, les islamistes sont partout, omniprésente, diversité. Le terme courant islamiste n'est pas un concept fonctionnel en sciences politiques. Pourquoi? Parce que les courants islamistes vont aller, avant il y a 15 ans on disait de Erbakan au Taliban, et maintenant après on a dit de Baghdadi à Radnouchi, c'est-à-dire que sous une même appellation, courant islamiste, on identifie des forces politiques qui sont exceptionnellement différentes, qui se heurtent sur les modes d'expression politique, qui ont des clivages presque plus importants entre elles qu'elles n'ont avec les forces dites laïques. D'accord? Actuellement, dans le champ politique islamiste, vous avez Daesh et vous avez Hizb al-Nour. Hizb al-Nour est un parti salafi avec une grosse barbe qui soutient Sisi dans l'éradication des frères musulmans. Donc vous voyez bien le concept de force islamique ou parti islamiste ou mouvement islamique n'est pas fonctionnel quand il s'agit de catégoriser les forces politiques et leurs stratégies respectives. Donc ça, voilà, ça c'est un grand acquis de la période. C'est omniprésente diversité. Ils sont partout. Expliquez-moi le conflit yéménite, et ça j'ai fait ça à des étudiants britanniques pour les embêter en expression de la vieille rivalité franco-britannique. J'ai dit, expliquez-moi la crise yéménite avec la variable de l'islam politique. Où sont les islamistes? Où sont les... Je mets quiconque au défi de m'expliquer la crise yéménite en disant il y a les laïcs ici et les islamistes de l'autre côté. Ça ne veut absolument plus rien dire. Et ça, les Occidentaux conservent ce réflexe. Ils voient un conflit au Proche-Orient, ils disent dites-moi où sont les islamistes et où sont les laïcs et je vais aider les laïcs et criminaliser les islamistes. Ça ne fonctionne plus. Au sortir de la phase printanière, on doit intérioriser l'idée que la variable, les islamistes, les laïcs, ça ne fonctionne plus. C'est de l'idéologie, c'est un rideau de fumée. Il faut forcément construire la notion de mouvement islamiste de façon beaucoup plus exigeante pour faire la différence entre Hizb al-Nour et puis Rached Radnouchi et même entre Daesh et l'État islamique. Hein, puisque vous avez maintenant, au Yémen, vous avez 3 fronts, 3 terrains de guerre. Vous avez les Houthis qui ont pris le pouvoir à Sanaa, on va dire, contre le gouvernement qu'ils ont chassé de Sanaa. Ça, c'est un premier front. Mais vous avez aussi les irrédentistes sudistes alimentés et fabriqués par les Émiratis contre tout le reste du pays qui est unioniste. Mais vous avez, last but not least, vous avez Daesh contre l'État islamique. Et ils se battent avec énormément de conviction et avec un appareil idéologique substantiellement différent. Donc c'est très comme recul des acteurs occidentaux, émergence des acteurs secondaires, affirmation de l'hégémonie des courants islamistes dans leur diversité. Et donc on abandonne le critère où sont les laïcs, où sont les islamistes, dites-moi où sont les laïcs au Yémen. Il n'y a plus un seul camp politique qui peut être identifié à la criminalisation des courants islamistes. Les courants islamistes se battent entre eux. Donc ça serait, je dirais, la troisième grande conclusion qu'on peut tirer de la séquence printanière. La quatrième conclusion, c'est de faire une évaluation. Ceux que ça intéresse, online, vous pouvez trouver, je me suis attaqué à ce problème-là dans la revue de l'Iris. Vous pouvez trouver un grand article beaucoup plus documenté que les 2-3 phrases que je pourrais dire maintenant. Je n'essaierai même pas de dire que les islamistes ont fait mieux que ceux qui les ont précédés, même si c'est ce que je pense. Je dirais qu'ils n'ont pas fait plus mal. Ça, c'est déjà avéré. Les formations islamistes au pouvoir n'ont pas entravé
aussi systématiquement que leurs prédécesseurs les modes d'expression de ceux qui les contestaient. Ils ont été beaucoup moins autoritaires. Morsi a été beaucoup moins autoritaire que ne l'est Sisi. Il faut quand même qu'on prenne le temps de le dire. Hein. Les frères musulmans en Égypte ont fait une énorme erreur. Ils ont cru qu'ils étaient au pouvoir. Ils ont cru qu'ils étaient au pouvoir, alors qu'ils ne disposaient d'aucun des outils permettant d'affecter en profondeur la décision politique. Bien sûr, pas les médias, mesquines, ils avaient une ou deux petites chaînes de télévision, mais tout l'appareil médiatique leur était opposé. Ils n'avaient pas la justice, ils n'avaient pas la levier d'économie et des finances, et ils n'avaient pas l'appareil ni militaire, ni de sécurité intérieure. Donc on les a laissés se promener comme ça pendant quelques mois, et puis on a sifflé la fin de la récréation. Et c'était annoncé, et l'Europe le savait. Et donc voilà, ce qu'on peut leur reprocher, c'est la naïveté. Mais certainement pas l'autoritarisme. C'était pas la charia qui est arrivée. Il y a eu quelques toutes petites tensions. Alors, les frères musulmans égyptiens ont eu une difficulté qui était totalement inattendue. C'est qu'ils ont eu sur leur droite-gauche, ça ne veut rien dire, mais disons, sur leur droite, ils ont eu un parti salafi particulièrement puissant, qui les poussait sans arrêt à rectifier le tir et à donner des garanties des deux côtés de la route. Hein. Alors on peut trouver des traces, je les ai identifiées, par exemple, Morsi a eu peur d'aller assister à la grand-messe des Coptes, il n'y est pas allé, alors que son prédécesseur y allait. Il y a eu des petits faux pas comme ça dans la communication vis-à-vis de la communauté chrétienne, il y a eu des petites choses comme ça, mais Morsi, les islamistes n'ont pas gouverné à l'idéologie. C'est la grande leçon. Ni eux, ni Rached Ghannouchi. Et j'aime bien cette anecdote qui m'était arrivée. J'étais aux États-Unis dans un séminaire et on débattait exactement de la même chose. Et il y avait dans la salle une dame qui, je dirais, parce que sans fantasmer beaucoup, très intelligemment portait le hijab parce qu'elle voulait défendre la communication gouvernementale. Donc pour le public américain, c'était très important qu'une femme en hijab critique les frères musulmans. Ça donnait plus de portée. Mais elle s'est pris les pieds dans le tapis, la pauvre, et elle a dit une contre-vérité absolument extraordinaire qui a fait rire ceux qui ont compris. Elle voulait discréditer les frères musulmans, mais elle s'y est mal pris. Elle a voulu dire ils se disent plus musulmans que tout le monde et tout, mais pas une seule fois pendant qu'ils étaient au pouvoir, ils ont parlé de religion. Aïe, c'est dangereux ce que tu as dit, madame. C'est dangereux ce que tu as dit, parce que le discours d'opposition aux frères musulmans était de dire vous avez gouverné avec la religion, vous avez manipulé le sentiment religieux. Et elle, depuis sa posture d'opposante aux frères musulmans, elle a dit je ne les ai pas entendus une seule fois parler de religion. Ah bon, c'est donc que la laïcité a été respectée pendant le règne des frères musulmans, ce qui est parfaitement exact. On a maintenant le recul, on peut analyser. Les frères musulmans d'Égypte n'ont pas fait de l'idéologie, les frères musulmans n'ont pas réduit le volume des libertés individuelles d'un dixième de ce qu'a fait Sisi immédiatement après, lui qui était venu, soi-disant, le rétablir. Donc ça, c'est aussi une grande leçon, je pense, de la phase printanière. Les islamistes ont eu, c'est en Égypte que ça commence, la naïveté de croire que le pouvoir était dans les urnes. Ils croyaient qu'une victoire électorale leur donnait le pouvoir. Ils ont découvert à leurs dépens que dans une configuration telle que celle à laquelle ils se sont trouvés confrontés, une majorité électorale ne vous donne aucun pouvoir. Ça ne suffit pas. Pourquoi les institutions ne sont pas suffisamment affirmées si vous n'avez pas la propriété des médias, si vous n'avez pas un contrôle sur l'appareil judiciaire, et donc c'est la grande leçon. Ghannouchi a bénéficié de la leçon du destin de Morsi, et il n'avait pas été dans une posture confrontationnelle, jamais, mais il a d'autant plus tenu compte du rapport de force qu'il avait vu où ça pouvait mener la situation en Égypte. Mais disons, ce que l'on a vu de l'exercice du pouvoir par les islamistes pendant la phase printanière ne permet pas de chanter la vieille chanson de
vous l'avez peut-être pas connu, mais moi, pendant des années et des années, on m'avait dit, si les islamistes gagnent les élections, ça sera un homme, une voix, une fois. Hein. C'est-à-dire qu'on votera et puis ça sera fini, on ne revotera plus jamais. Non, les islamistes sont sortis du pouvoir en Égypte par la voie des urnes. C'est-à-dire qu'ils ont admis la sanction électorale qui les écartait du pouvoir, pour y revenir d'ailleurs après. Donc ça, je mets ça dans ma liste de... Autre grande leçon de la phase printanière, lorsque le lien national, né de l'imposition de l'État sur la société, s'affaiblit, les appartenances alternatives infranationales ont vocation à prendre le relais. Je jargonne, mais je vais m'expliquer. Si le pouvoir syrien s'affaiblit au point de ne plus contrôler l'ensemble du territoire, qui suis-je si je ne suis plus syrien? Si la catégorie de l'appartenance nationale n'est plus imposée par le pouvoir étatique, eh bien je vais me raccrocher aux branches. Qu'est-ce que c'est les branches? C'est les branches des appartenances infranationales. Quelles sont-elles? Le regard occidental aurait tendance à dire c'est le lien religieux, il va y avoir sunnite contre chiite. Pas forcément. Les appartenances nationales, les appartenances infranationales, dans la plupart des cas, se sont révélées être les appartenances ethniques, clanistes. Si je ne suis plus syrien, je suis kurde. L'appartenance kurde a joué immédiatement beaucoup plus fort que l'appartenance sunnite ou chiite. Donc si je ne suis plus syrien, je suis premièrement membre d'un clan, d'une famille, d'une ethnie, je peux être kurde. Bien sûr après, je peux être chrétien ou musulman. Bien sûr après, je peux être sunnite, chiite. Mais le mécanisme est celui-là. L'affaiblissement du lien national transconfessionnel nourrit la résurgence des appartenances secondaires alternatives. Et ça, on va le voir partout. Ça sera une des constantes de la phase printanière, la résurrection des appartenances sectaires infranationales. Ce qu'il est bon de dire, c'est que le plus souvent, ce ne sont pas les dominés qui ont cherché à fracturer la société en rétablissant les appartenances sectaires, ce sont les dominants pour fracturer le front de leurs opposants. Qui a introduit le venin des appartenances sectaires réintroduit au Yémen, en Syrie? Ce sont les gouvernants, ce ne sont pas les opposants. En vertu d'une réalité que quand vous êtes dans la cour de récréation, vous voulez vous battre contre la maîtresse, voilà, mon image est stupide. Vous dites l'union fait la force. Les opposants ont tendance à nourrir le lien de l'union pour lutter contre un autocratisme quelconque. Alors que le dominant va essayer de diviser la population qu'il veut contrôler en opposant, et alors là c'est une leçon en Turquie, en Syrie et au Yémen, c'est une leçon de manipulation des appartenances primaires par les pouvoirs. Que fait Bachar el-Assad au début du printemps arabe? Immédiatement, il distribue 6000 nationalités, passeports syriens aux Kurdes, il va flatter les Kurdes. Il va dire au moins, je vais faire en sorte que les Kurdes ne rentrent pas. Après, à Souaïda, c'est des Druzes. Si vous manifestez à Bachar, qu'est-ce que vous recevez? Une bombe lacrymogène. Si vous êtes dans une banlieue sunnite, des balles. Donc Bachar va immédiatement favoriser la ségrégation sectaire de la société syrienne pour diviser le front de ses opposants. Ali Abdallah Saleh a fait exactement la même chose, de façon spectaculaire. De façon spectaculaire. Et ça, je l'ai vraiment vécu en direct. Anecdote précédant le printemps arabe. Vous vous souvenez qu'en 2006, le Hezbollah a remporté sur l'État hébreu une victoire spectaculaire dans le sud du Liban. Vous vous souvenez, Bin Chbeil, tout ça, cette résistance armée qui a tenu pendant un certain temps, qui a imposé un certain nombre de dégâts. La réputation de Hezbollah dans le monde, du Hezbollah chiite, dans le monde arabe sunnite, était à la hausse de façon spectaculaire.
presque au même moment, intervient l'exécution de Saddam Hussein. Saddam Hussein est exécuté sous l'égide des Américains, mais par des gens qui sont chiites. Un mécanisme de propagande apparaît au Yémen qui était absolument extraordinaire et qui consistait à dire j'attire votre attention sur le fait que ceux qui ont tué, alors on l'avait baptisé Assad el-Umma al-Arabiya, le lion de la nation arabe, Saddam Hussein, j'attire votre attention sur le fait que, oui, certes c'est les Américains, mais c'est surtout les chiites, sous-entendu les chiites comme le Hezbollah. Donc, pour diviser l'opposition, pour empêcher une internationalisation des résistances, les pouvoirs sunnites n'ont pas hésité à brandir le ferment sectaire. Alors, après, Ali Abdallah Saleh l'a fait de façon encore plus explicite. Ali Abdallah Saleh s'est trouvé en 2004, les Houthis, ça date de 2004, hein, les Houthis, alors en caricaturant un petit peu les Houthis, c'est un monsieur qui était député du Parlement au pouvoir, c'était un député du président, monsieur Houthi. Et le président, parce que vous savez, la mode, ce que je disais tout à l'heure des élections, il a dit « Ben non, tu ne seras pas élu député cette année ». Il l'a chassé, il lui a interdit de se présenter au Parlement. Donc il y a eu un différend, mais parfaitement individuel. Et donc le monsieur qui avait été chassé de la bonne grâce du président, il s'est mis à faire du bruit, tout ça, à râler. Et pour râler, il se moquait d'Ali Abdallah Saleh, en se moquant des concessions qu'Ali Abdallah Saleh avait dû faire aux Américains dans le cadre de la lutte contre la terreur. C'est que le Yémen a dû ouvrir tous ses placards, laisser rentrer les Américains partout, la CIA prendre le contrôle. Donc les Houthis se sont mis à dire, gros dégonflés, vendus aux Américains. Qu'a répondu Ali Abdallah Saleh? C'était totalement incongru. Il a répondu, sale chiite. Sale chiite, vous voulez rétablir l'imama, vous êtes allié à l'Iran, etc., etc. Donc il a introduit la rhétorique sectaire pour discréditer des protestations qui étaient parfaitement modernes, qui étaient anti-impérialistes. Tu es un gros vendu aux Américains, ils te tordent le bras dans le dos, tu fais tout ce qu'ils veulent. Donc, une autre de mes grandes leçons, les printemps arabes, l'affaiblissement des pouvoirs centraux, ont fait apparaître des mécanismes de résurgence des appartenances infranationales, mais ce sont les dominants qui ont injecté le poison sectaire dans le tissu de leur société, qui leur devenait hostile. Pour les diviser, ce n'est pas les opposants qui ont introduit le poison de la division sectaire dans les sociétés. Et ça, c'est très très important à dire. Les opposants ont une capacité à surmonter les divisions sectaires pour s'unir contre le dirigeant qui est supérieure à l'inverse. Donc ça, c'est aussi, pour moi, une des grandes leçons de cette phase printanière qui peut éclairer. La guerre du Yémen n'est pas initialement une guerre sectaire. Il faut rappeler que le Yémen, pour dire à quel point le Yémen avait dépassé ces divisions sectaires qui sont maintenant le guide de lecture de n'importe quel observateur, c'est les Houthis contre les sunnites. Bon. Au Yémen, alors au Yémen, c'est très difficile de parler du Yémen sans dire trois phrases, mais bon, le pouvoir politique au Yémen a été pendant 1000 ans aux mains des chiites, qui imposait la culture zaïdite de l'imama zaïdite, où seuls les zaïdites, seuls les chiites pouvaient être imams, d'accord? Et la révolution qui est intervenue en 1962 a mis fin à cette culture politique qui institutionnalisait une division sectaire entre les zaïdites, et tout le monde a pu devenir citoyen. Et cette victoire a été si spectaculaire que nous avons au Yémen le fameux parti dont j'ai parlé, associé aux frères musulmans, donc sunnite, le parti de la réforme, il est fondé et dirigé par quelqu'un qui est zaïdite. Le Cheikh Abdallah Hussein al-Ahmar, il est zaïdite. Donc c'est des zaïdites qui vont faire des formations sunnites. Donc le pays avait vraiment surmonté la fracture sectaire historiquement. Et c'est les pouvoirs mis en danger qui vont réintroduire les divisions sectaires dans le tissu de la société. Donc ça, c'est quand même très très important parce que ça peut nous rendre optimistes.
les sociétés musulmanes n'ont pas vocation à l'infini à mettre en avant les divisions sectaires. Elles sont capables de les surmonter comme n'importe quelle autre société par le monde. Les mécanismes qui les font réapparaître sont souvent des mécanismes strictement politiques, universellement politiques. Des gens qui veulent rester au pouvoir et donc qui divisent leurs opposants. Ce n'est pas inhérent à la culture musulmane. Je crois que c'est important de le dire. Bon, on s'approche de la conclusion. Voilà, quand je fais 2 conférences, la deuxième est moins construite que la première. C'est la faute des organisateurs. Grande leçon des printemps arabes. Nous assistons à une seconde vague de l'internationalisation des mécanismes de défense, à la fois arabes et occidentaux, contre le renouvellement, contre les dynamiques d'ouverture politique. Ce qui est en train de se produire maintenant, que je vais décrire tout de suite, les Émiratis alliés au Rassemblement national français. Voilà. Le Rassemblement national français a reçu un prêt des Émiratis. Les Émiratis ont des officines en France chargées de souffler sur les braises de l'islamophobie. La jonction s'est opérée entre l'islamophobie européenne et la contre-révolution arabe. La contre-révolution arabe mobilise l'islamophobie en Europe pour discréditer les forces politiques dont ils savent qu'elles sont les seules à pouvoir les mettre en danger. Si vous avez bien compris cette phrase, vous avez la formule politique du moment. La contre-révolution arabe, les Égyptiens, vous savez quand même, des fois ils font des conneries, ils sont pas... Les Algériens, quand ils manipulaient l'opinion publique française pour leur faire croire que dès que quelqu'un glissait dans un escalier, c'était un islamiste qui l'avait poussé, fonctionnaient plus intelligemment, plus efficacement que les Émiratis et les Égyptiens. Les Égyptiens, quand même, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, et vous retrouvez ça, hein, ils ont quand même essayé d'accréditer que les Gilets jaunes étaient manipulés par l'Organisation internationale des frères musulmans. Bon, donc des fois, ils font quand même des manœuvres qui sont relativement grossières. Mais disons que les Égyptiens, les Émiratis, les Saoudiens ont des structures. Regardez ceux qui m'attaquent, il s'appelle Global Analysis Watch. Petite officine émirati qui a sorti la première, le papier, Burga soutient les listes communautaires et les frères musulmans, et bien sûr il est vendu au Qatar. Alors pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il faut que je dise, j'ai mentionné tout à l'heure le Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. C'est vrai que ce centre est une antenne du Doha Center, et c'est vrai que j'ai accepté d'en prendre la présidence à titre totalement bénévole. Il n'y a pas un centime, je ne suis pas un agent du Qatar, j'ai accepté de présider les destinées de ce centre, dont le Monde a tout de même écrit qu'il était le meilleur think tank du monde arabe. C'est pas un truc bidon. Allez voir le Doha Center, allez voir les listes de publications. C'est vraiment sans doute la meilleure structure para-académique de tout le monde arabe. Donc effectivement, les gens qui veulent faire très vite, ils disent Burga, vendu au Qatar. Non, pas vendu au Qatar. J'ai absolument aucun intérêt, et certainement pas financier, mais disons Global Analysis Watch, le CEMO, des structures qui sont... Alors, chez eux, il n'y a personne, il n'y a pas un seul académique respectable, mais ils sont là, ils diffusent avec des tweets sponsorisés. Vous savez, vous pouvez payer pour que vos tweets soient plus diffusés. Donc, dès que j'ai fait une conférence où j'ai dit exactement ce que j'ai dit ce matin, les musulmans, vous devez être partout, certainement pas vous laisser enfermer dans une action communautaire, mais votez, je vous en supplie, votez. Ils ont titré que je promouvais les listes communautaires et que je voulais que les musulmans montent à l'assaut de la République, etc., etc. Donc vous avez ça. La contre-révolution arabe surfe l'islamophobie européenne. Et nous avons eu ça, un archétype de ce qui s'est produit en Libye. En Libye, la position des Français était l'héritière de ce que nous avons fait en tant que Français en Libye. En Libye, il se trouve, pour le meilleur et pour le pire, c'était intéressé, c'était pour le pétrole, mais nous avons aidé les révolutionnaires. Donc nous avions un capital de sympathie à l'égard du gouvernement d'union nationale de M. Sarraj, qui est dans la continuité de la dynamique révolutionnaire. Non, boum, on a choisi d'être dans le camp de Haftar,
dans le camp des Émiratis, dans le camp de Sissi, dans le camp des Russes. Pourquoi? Parce que le discours des Émiratis nous plaît beaucoup plus. Le discours des Émiratis, c'est nous allons vous débarrasser de l'islam politique, nous allons vous fabriquer. C'est pas très original. C'est le discours qu'ont tenu les dirigeants maghrébins pendant des années. Nous allons vous fabriquer des bons musulmans, nous allons résoudre vos problèmes de relations avec le monde musulman. Mais disons, ce discours-là qui était l'apanage des dirigeants maghrébins, Zine el-Abidine Ben Ali, les généraux algériens, il est passé chez... C'est quand même assez extraordinaire. On a eu un dirigeant saoudien, l'ancien dirigeant de la Ligue islamique mondiale, qui est venu à Paris il y a un an pour dire « Je vais vous aider à lutter contre l'islam politique ». Ça donne envie de rire, mais on en est là quand même. Donc, la contre-révolution arabe surfe l'islamophobie en Europe au service du discrédit des forces politiques dont elles savent, elle sait très bien la contre-révolution arabe, elle sait très bien qui est dangereux politiquement, elle sait très bien que ce n'est pas Daesh. Daesh, ça les aide, Daesh, c'est bien. Si vous avez Daesh, vous avez la planète entière qui est à vos côtés. Si vous avez une opposition raisonnable et raisonnée et rationnelle et rassurante, là vous êtes en danger. Or, la dernière expression des courants des frères musulmans, pour ceux qui objectivement, sociologiquement les connaissent, savent qu'effectivement, ils peuvent devenir dangereux pour la crédibilité de gens du genre MBS ou MBZ. Donc là, voilà, peut-être le plus important de ce où nous sommes arrivés maintenant en guise de conclusion, c'est ce qui s'est produit à Sharm el-Sheikh en 2016, en 2000, oulala, c'est la première fois que je ne me souviens pas, de 1996, sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte, pour la première fois, l'ensemble des leaders occidentaux, main dans la main avec l'ensemble des leaders arabes, main dans la main avec les Israéliens, amorce le processus de la stigmatisation à l'idéologique de tout ce qui résiste et de tout ce qui proteste dans toute la région. On voit quand même des opposants algériens, enfin des généraux algériens, tenir la main aux Israéliens, qui tiennent la main aux Égyptiens, qui disent « Nous avons un seul ennemi, les fondamentalistes islamiques ». Ça, c'est 1996, sommet de Sharm el-Sheikh. Eh bien, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est la même chose. On est revenu à la case départ. On a les Émiratis qui viennent voir Madame Le Pen, qui lui disent « Nous avons un seul ennemi, hein, c'est l'islam politique ». Et donc, voilà ce qui est un petit peu impressionnant dans la conjoncture.